un réfugié ou un Palestinien au Liban n'a ni le droit d'avoir, et ça c'est depuis 50 ans, hein, je veux dire, il n'a pas le droit d'avoir un emploi ni d'être propriétaire immobilier. La partie de la communauté libanaise la plus visible dans les médias affiche son soutien à Israël. Officiellement, le Liban et Israël sont toujours en état de guerre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel entretien pour Kate TV. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Michel Druard. Bonjour Jean-Michel. Bonjour et merci pour l'invitation. Merci à vous d'être présent. Je vous présente rapidement. Vous êtes entrepreneur français et fondateur du site libanvision.com qui existe maintenant depuis 25 ans. Vous êtes un peu considéré comme l'ambassadeur du Liban sans en être originaire d'ailleurs, et on va le voir un peu plus loin. Alors au programme de cette émission, nous allons forcément parler du Liban, ce n'est pas une surprise, et pourquoi surtout ce pays constitue une zone stratégique au Proche-Orient. Nous évoquerons également les relations avec Israël, d'autant plus que l'actualité s'y prête malheureusement. Et puis nous aborderons la particularité de ce pays, un État multiconfessionnel dont le système de gouvernance est communautaire. Mais avant de commencer, chers spectateurs, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche, de mettre des pouces et de commenter. C'est ce qui permet à la vidéo d'être boostée. Et puis, cet entretien est en partenariat avec la revue confidentielle de géopolitique profonde. Le numéro 27 du mois de septembre est toujours disponible. Vous y retrouverez un article de Jean-Michel Vernochet consacré à Israël, Iran, journal de guerre, ou encore l'hégémonie nucléaire israélienne traitée par Pierre-Antoine Plaquevent. Cliquez sur le lien sous la vidéo pour profiter de 7 jours gratuits avec ce lien spécial. On commence tout de suite. Jean-Michel, c'est à vous que je m'adresse, c'est à vous que je donne la parole aujourd'hui, avec tout d'abord un petit peu d'histoire pour mieux comprendre comment ce pays s'est formé, ce qui permettra aussi de comprendre les enjeux géopolitiques et géostratégiques. Alors ce qu'il faut savoir, et peut-être ce qu'on ne sait pas, c'est que jusqu'en 1919, le Liban n'existait pas. C'était une province de la Syrie, mais je vais vous laisser intervenir. Hein. Et c'est la France qui décide d'attribuer cette province aux chrétiens d'Orient et tout particulièrement à la communauté maronite. Et pourquoi j'insiste sur ce point, c'est aussi pour comprendre les liens qu'il y a entre la France et le Liban, même si on le verra un peu plus tard, ces liens commencent à s'effriter. Je vous laisse la parole, Jean-Michel. Oui, alors quand on parle du Liban, il faut avoir des points de repère historiques et effectivement donc 1919-1920, donc à la fin de la Première Guerre mondiale est un repère essentiel du Liban moderne. Voilà. Pour l'anecdote, je voudrais juste mettre en préambule que le Liban, au départ, on en parle depuis l'Antiquité du Liban. Et ben, on va pas s'apesantir sur les 20 siècles jusqu'à 1919, je vous rassure. Mais au départ, le Liban désigne, à l'époque biblique, la chaîne de montagnes. Hein. Liban signifie en arabe couverture blanche, montagne blanche. Donc d'ailleurs, on le retrouve un petit peu dans le terme du lait, le Laban. Vous voyez, Liban, Laban, Loubnen. Donc ça fait allusion à la blancheur. Voilà. Ceci étant dit, mais c'est important, donc le Liban, en tant qu'appellation désignant finalement une zone, un territoire, au-delà de cette chaîne de montagnes, ça a commencé à exister vers le XVIe siècle, au début de l'Empire ottoman, de la présence ottomane sur le territoire. Voilà, ça c'est disons aussi un second repère. Hein. Voilà. Ensuite, entre les deux, puisque vous avez fait allusion à la communauté maronite et au lien avec la France, il est très important de
aussi de citer l'époque du milieu du 19e siècle, et plus précisément à peu près de 1860, puisque c'est à cette époque que les pères jésuites, originaires de Lyon pour la plupart, sont venus au Liban et ont commencé à implanter l'enseignement jésuite au Liban. D'ailleurs, à ce titre, on fête actuellement le 150e anniversaire de l'université Saint-Joseph, qui donc marque justement cette présence française au Liban. Tout ça pour en venir avec le raccourci à 1919-1920 pour dire que ce n'est pas vraiment la France, d'abord c'est la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU, donc qui a alloué le Liban et la Syrie donc en mandat, enfin le Liban en mandat à la France, et ce mandat était finalement attribué eu égard à cette présence déjà française sur le Liban en fait, surtout culturelle, voilà. Et donc voilà, donc on a démarré vraiment la présence pendant 23 ans donc de mandat français. Voilà. Donc ensuite, il y a eu donc en 1926, voilà, parce que ça c'est important aussi. D'abord, non, il y a eu en 1920 proprement dit et au mois de septembre d'ailleurs, donc on est pratiquement, on célèbre un anniversaire à quelques jours près. Il y a eu la déclaration la reconnaissance du concept de Grand Liban par le général Gouraud, qui était un peu le représentant officiel de la France, lors de la création du mandat. Ce qui a permis ensuite, en 1926, que l'on reconnaisse, qu'on crée la République libanaise, toujours dans le cadre du mandat français. Ça c'est important. Et ensuite, dans le courant de la Seconde Guerre mondiale, en 1943, bon, après on va dire ça s'est pas fait dans le calme absolu, mais on peut dire à peu près correctement, sans trop de heurts, il y a eu donc la reconnaissance de l'indépendance de cette République libanaise, donc qui avait été créée en 1926. Voilà. Donc là, on est arrivé donc à l'existence du Liban en tant que nation et république indépendante. Voilà. Alors j'évoquais au tout début la position stratégique du Liban. Est-ce que ce pays constitue encore une zone tampon dans la région? Et pourquoi, si c'est le cas? Alors, bien évidemment, le Liban est par nature une zone tampon, quelle que soit l'époque. Si on remonte là encore, j'aime bien reprendre vraiment les racines, à l'époque, à l'Antiquité. Bon, le Liban, sa géographie n'a pas changé, donc c'est à la fois la pointe occidentale de l'Orient et la façade et la façade orientale quand on regarde la Méditerranée et donc qui regarde vers l'Europe. D'ailleurs, bon, on pourrait y revenir tout à l'heure, mais pour des raisons historiques, politiques, philosophiques entre guillemets, Israël est souvent classé dans l'Europe, et la déesse Europe est née au sud Liban. Puisque quand on parle du continent européen, donc c'est Europe qui a donné son nom au continent, c'est le nom d'une déesse de Tyr au sud Liban, si on remonte dans l'Antiquité. Donc tout ça n'est pas anodin, ça veut bien dire que le Liban, c'est finalement un pays, moi je l'appelle, et tel que je me définis d'ailleurs, à titre personnel, je dis que c'est un pays occidoriental. Voilà, parce que ça sonne mieux que si on le dit dans l'autre sens. Donc, ça n'est pas un choix de prévalence de l'Occident sur l'Orient, c'est juste parce que la phonétique est plus agréable. Donc, si vous voulez, donc ça c'est le côté maritime, puisque vous avez eu aussi les Phéniciens qui se sont partagés en quelque sorte la Méditerranée en deux parties, dans un axe nord-ouest sud-est, avec les Grecs qui ont pris donc la partie plutôt nord et les Phéniciens qui ont pris la partie plutôt au sud. Voilà, donc ça c'est juste pour un panorama du Liban
en tant que quantité géographique figée au fil des siècles. Voilà. Alors, bien évidemment, ensuite, de par cette position, parce que ce qui est important aussi, c'est cette chaîne de montagnes au Liban, hein, qui fait un petit peu une barrière naturelle entre l'interland, hein, l'arrière-pays, et la mer. Voilà, ça c'est relativement important au niveau du mouvement des populations. Hein. Alors, le Liban, évidemment, c'est toujours pareil. Le Liban est né en tant que république indépendante, est né en 1943, c'est-à-dire 5 ans avant la création de l'État d'Israël, peu ou prou. Hein, voilà. Donc, quand on parle donc, il faut d'abord considérer, on va dire que avant 1948, on va dire que Israël n'existe pas en tant que lui aussi en tant que nation reconnue par la plupart des instances internationales. Voilà. Donc là, c'est la date clé, je dirais, parce que avant 1948, le Liban a été une zone stratégique parce qu'il était, bon, finalement, le lien entre les pays d'Europe et le Moyen-Orient, le Moyen-Orient au sens large, c'est-à-dire les influences arabes à l'époque, hein, donc des pays du Golfe, on en a parlé tout à l'heure, quand même, puisque il faut pas l'oublier, donc, et l'Empire ottoman. Donc là, disons, c'est une convergence d'influence entre la péninsule arabique, l'actuelle Turquie, l'Empire ottoman, et la mer qui donne vers l'Europe. Voilà, ça c'est le panorama avant la création d'Israël. Et Voilà. je peux ajouter peut-être que ça constituait, enfin le Liban constituait à cette époque, avant la création d'Israël, plus une zone stratégique commerciale, on va dire. Oui, encore que ça ne s'est pas terminé, cet aspect commercial, voire financier, hein, puisqu'on bon, ça c'est la fameuse expression de la Suisse du Moyen-Orient. Donc ça ne s'est pas terminé à la création d'Israël, cet aspect-là, hein, puisque la plus grande période de prospérité du Liban a plutôt été entre les années 50 et le début de la guerre en 1975. Hein. Mais de toute façon, là aussi, si on remonte beaucoup plus en arrière, le port, enfin ce qui est le port de Beyrouth aujourd'hui, malheureusement, qui a connu ce qu'on sait, était un petit peu faisait partie de la route de la soie Mhm. dans l'Antiquité ou le Moyen Âge. Hein. Bon, un petit peu derrière Constantinople et Istanbul, mais c'était aussi quelque part une branche de la route de la soie pour le déboucher sur la Méditerranée, hein, en venant d'Extrême-Orient. Hein. Donc déjà à l'époque, l'importance de cette zone maritime, enfin cette façade maritime libanaise a toujours été très prégnante en termes d'influence et de portée commerciale. Voilà. Alors pourquoi la création de l'État d'Israël en 1948 va constituer en fait un gros problème pour le Liban, au-delà de la fuite des Palestiniens qui vont venir se réfugier dans le sud Liban? Qu'est-ce qui va se passer? Et en réalité, c'est peut-être la genèse de ce qui se passe aujourd'hui, le point de départ, en tout cas, 1948, de ce qui se passe actuellement entre le Liban et Israël. Exactement. C'est bien pour ça que tout à l'heure, je marquais la date de 48 comme essentielle par rapport à l'évolution de la situation au Liban. D'abord, les Palestiniens, donc à l'époque donc de la Nakba, hein, les Palestiniens ne sont pas venus qu'au sud Liban. Hein, ils se sont répartis sur tout le territoire libanais. Actuellement, on focalise sur le sud Liban parce que ça a été on y reviendra un petit peu plus tard. Donc c'était la zone de prédilection du Hezbollah, des escarmouches, plus que des escarmouches et des différentes guerres au fil du temps entre le Liban et Israël. Voilà. Donc on peut dire que
les problèmes effectivement ont débuté avec la présence palestinienne qui sont en fait le Liban qui venait de déclarer son indépendance a hérité d'une forme de générosité à la française qui peut être critiquée aujourd'hui et en fait a accueilli au départ de bonne foi et avec une pensée finalement humaniste a accueilli un grand nombre de Palestiniens sur son territoire à partir des années 48 de l'année 48 et début des années 50. Ce qui n'a pas été sans répercussion sur la démographie libanaise à l'époque. Parce que vous avez eu beaucoup ça c'est un sujet que je connais de près par mon vécu personnel. Il y a eu énormément de Libanais du sud Liban qui sont partis, ont fui le Liban à partir des années 48-50. Donc ça, c'est important parce que c'est une grande partie aujourd'hui de l'émigration. Parce que bon, quand on parle du Liban, ça c'est une petite digression, mais on ne peut pas le perdre de vue. Quand on parle de Liban et même des Palestiniens, il ne faut pas oublier la dimension essentielle de la diaspora. Hein. Et Et ce justement, sont cette diaspora libanaise, elle est venue plus particulièrement où? Alors, il y a une diaspora libanaise qui est présente en alors France. alors bon Mais est-ce alors qu'il y a- Alors cette diaspora libanaise, elle a plusieurs vagues. Elle a de nombreuses vagues, la diaspora libanaise. Et à chaque époque, il y a eu un petit peu, il y a eu un petit peu une domination dans la fuite, si vous voulez, dans l'émigration d'une communauté. Il y a eu d'abord il y a eu une première grande vague d'émigration à la fin du 19e siècle et au tout début du 20e siècle. Hein. D'ailleurs, à l'époque, cette émigration, on l'a qualifiée de syro-libanaise, hein, puisque c'était justement à l'époque de la Grande Syrie. Donc voilà. Ensuite, il y a eu je fais vraiment, je schématise, hein, parce qu'on peut pas rentrer trop dans les détails. Ensuite, au début des années 50, donc après la création de l'État d'Israël, il y a eu une forte émigration chiite qui explique une présence beaucoup en Amérique du Sud. Hein, d'ailleurs, il y a eu une vague d'émigration vers l'Amérique du Sud, puisque c'est là qu'est en réalité la plus grande partie de la diaspora libanaise en nombre. Hein. C'est au Brésil, hein, essentiellement, c'est le pays qui représente peut-être plus d'un tiers des gens d'origine libanaise dans le monde. Hein. Je rappelle que la diaspora libanaise représente à peu près, on l'évalue à 13 à 15 millions de personnes, hein, c'est-à-dire des gens qui ont, disons, une racine libanaise, on peut remonter aux grands ou aux arrière-grands-parents. Donc ça, c'est une émigration qui date déjà de la fin du 19e, début du 20e. De même qu'il y a des gens c'était la première destination de la diaspora, c'était l'Amérique du Sud. Alors c'est des anecdotes, mais vous avez une partie de la diaspora libanaise qui avait l'intention de partir en Amérique du Sud. Bien évidemment, à l'époque, ils étaient obligés. D'abord, il y avait pas il y avait pas encore l'aviation, hein, ça se faisait par bateau. Et oui, non mais ça se faisait par bateau. Et en fait, y a des gens qui ont décidé de ne pas aller au bout de leur chemin. Alors c'est ainsi que vous avez beaucoup d'émigrés donc d'origine de l'époque syro-libanaise, hein, qui par exemple en France sont arrêtés à Marseille. C'est pour ça que par exemple la communauté de la diaspora libanaise en France n'est pas la même suivant les grandes villes. Par exemple, Marseille est une immigration ancienne qui date de cette époque-là, qui a plus d'un siècle à la source. Vous voyez. Par exemple, pour revenir à 1948-1950, là, ce sont beaucoup de gens du sud Liban qui partaient avec l'intention donc d'émigrer en Amérique du Sud et ils faisaient, comme c'était l'époque encore de l'Afrique de l'Ouest francophone, hein, de l'empire colonial français, ils se sont retrouvés à faire escale à Dakar ou en Côte d'Ivoire, mais beaucoup à Dakar. Et en fait, beaucoup ont saisi des opportunités, se sont dit pourquoi aller plus loin? Je reste en Afrique. Bien sûr, Ce bien qui sûr. explique qu'aujourd'hui, en fait, vous avez une forte présence aussi donc de diaspora en Afrique.
et spécialement en Afrique francophone. Je rappelle que bon, en Côte d'Ivoire, je salue d'ailleurs les émigrés de Côte d'Ivoire parce ils sont vraiment ils ont une part très importante dans le pays et ils sont très nombreux. Ils sont quelque chose comme 250 000 personnes. Hein, voilà. Donc, et donc, vous voyez, donc, en fait, au fil du temps, il y a eu une émigration, évidemment, de proximité. Hein, il y en a qui se sont arrêtés en Europe, il y en a qui sont partis en Amérique du Sud, il y en a qui ont transité par l'Afrique, qui se sont fixés. Voilà. Et la troisième grande vague, hein, puisque là, on est au plus proche, c'est l'immigration. Alors là, chrétienne maronite. Là encore, je dégrossis. Il ne s'agit pas de dire que 100% des émigrés sont maronites, mais à la fin donc de la guerre civile, disons pendant la guerre civile libanaise et à l'issue de la guerre civile, surtout vers la fin d'ailleurs de la guerre civile, quand il y a eu les luttes intestines intra-chrétiennes, interchrétiennes à la fin de la guerre civile dans les années 88-90, là vous avez eu une forte vague d'émigration en France d'une partie de la communauté maronite. Voilà. Donc vous voyez que cette émigration, elle est continue. On pourrait rajouter évidemment l'émigration qui est en cours hein, depuis donc les années 2000. Hein, mais alors là, je dirais que finalement, on est dans une vague qui est un petit peu plus homogène en termes d'origine communautaire. Voilà, là, c'est la jeunesse dans son ensemble qui, quand elle a une opportunité, ou aussi grâce à la présence de relatives, de parents déjà implantés, Installé. donc va évidemment plus facilement là où elle a déjà des connaissances ou des parents qui sont implantés. Et là, ça touche à peu près, malheureusement, je dirais, ça touche à peu près toutes les générations parce que l'ensemble du pays se vide. C'est-à-dire, le problème du Liban, alors là, on va revenir sur le fait de Carrefour. Hein, je raccommode le fil, le fil conducteur. Très bien, vous n'avez pas besoin de moi. Très bien. Il y a aussi le problème, c'est que le Liban, de par sa position, bon, il se vide hein, vers l'extérieur, mais aussi il se remplit de l'intérieur. Parce qu'il s'est rempli d'une immigration de proximité. Hein, donc il y a eu les Palestiniens qui aujourd'hui, on va dire, bon, une grande partie des Palestiniens a été regroupée dans un certain nombre de camps, hein, au moins 13 ou 15 camps bien structurés au Liban dont on est en train, mais ça c'est un autre sujet, donc de démanteler l'armement. Voilà, on a commencé de démanteler son armement après des dizaines et des dizaines d'années, hein, finalement. Voilà, donc il s'est rempli par les Palestiniens et dans une seconde phase aussi, il s'est rempli de Syriens. Hein, bon, il s'est rempli de Syriens. Il n'a pas attendu 2011 pour se remplir de Syriens. Mais enfin, disons que puisqu'il y avait l'occupation syrienne qui a été très importante sur le plan politique jusqu'en 2005, hein, donc l'assassinat de Rafik Hariri, qui a marqué sur ce plan-là une rupture avec le départ officiel des Syriens du Liban. Voilà. Donc là, actuellement. Là aussi, bon là, on considère qu'il y a quasiment allez, parce que personne, c'est jamais très précis, mais c'est entre 1 million et 1,5 million Syriens, entre ceux qui ont un statut officiel de réfugiés et ceux qui sont présents de façon irrégulière. On est dans cette fourchette. Donc, si vous voulez, aujourd'hui au Liban, il s'est vidé de Libanais. C'est ça le problème. Le Liban s'est vidé de Libanais, mais il s'est rempli d'étrangers. Voilà. Et le Liban, aujourd'hui, c'est autour de 6 millions d'habitants et avec pratiquement 2 millions de personnes si on cumule les Palestiniens et donc les Palestiniens et les Syriens. Voilà. Et comment le gouvernement libanais, justement, gère cette présence d'immigrés sur son territoire et qu'est-ce que ça apporte, en fait, géopolitiquement?
Je dirais que cette surpopulation émigrée au Liban, et là, ça c'est pas, ce serait presque valable partout, mais quand on a une telle proportion d'étrangers sur son sol, évidemment c'est un grand facteur de déséquilibre. C'est un grand facteur de déséquilibre social et économique. Hein. D'autant que bon, il faut savoir que le Palestinien, pour 90 ou 95% d'entre eux, hein, je peux me tromper un tout petit peu, mais il faut savoir qu'un réfugié ou un Palestinien au Liban n'a ni le droit d'avoir, et ça c'est depuis 50 ans, hein, je veux dire, il n'a pas le droit d'avoir un emploi ni d'être propriétaire immobilier. Ça, il faut aussi que les téléspectateurs français ou européens le sachent. Hein. C'est-à-dire que vous n'êtes pas un émigré. Un émigré, en théorie, il a une carte de séjour, une carte de travail. Hein. Il peut avoir une activité dans notre approche de situation régulière. Mais en fait, au Liban, vous avez des tas, donc la grande partie de la population étrangère qui n'a ni le droit de travailler, ni si elle a les moyens d'avoir un bien immobilier, donc de s'implanter. Pourquoi? Parce que il faut rappeler que la vocation du Palestinien et même du Syrien qui est au Liban, c'est de rentrer chez lui, c'est de rentrer dans son pays d'origine. Voilà. Et je rappelle quand même, enfin je rappelle ou je veux évoquer que, à mon avis, il y a un paramètre qui est extrêmement pervers, à mon sens. C'est que quand vous pouvez être réfugié à 2000 ou 5000 kilomètres de chez vous, vous n'allez pas, vous n'allez pas entretenir ou ce ressenti de haine sur la cause de sur la cause de votre déplacement. Mais quand vous êtes déplacé et que vous êtes frontalier, que vous pouvez même voir votre territoire d'origine, ça c'est un facteur qui alimente aussi c'est un facteur psychologique qui alimente les tensions. Donc c'est quand même donc quand on parle de ces 2 millions de personnes, peu ou prou, hein, 2 millions de personnes qui sont implantées théoriquement de façon provisoire, elles ont leur pays d'origine à leur frontière. C'est pas comme un émigré en situation irrégulière du Sahel qui débarque en Europe, hein, qui est loin. Voilà. Non là non, il a son territoire à vue quasiment. Voilà, donc ça, c'est un facteur psychologique. Voilà. Donc, C'est un peuple en errance. On a l'impression que c'est un peuple en perpétuelle errance, en tout cas, les Palestiniens. Là, je parle des Palestiniens. Mais en 1948, pour revenir sur cette période, quand les Palestiniens fuient donc leur pays à la création d'Israël, il va y avoir une base anti-israélienne qui va être créée alors, par les Palestiniens. alors bon, si vous voulez, avec dans la phase du commencement de la guerre donc du civil au Liban, bon, qui est une guerre, bon, on peut l'appeler, elle est aucunement, bon, comme ça a été présenté souvent dans les médias occidentaux, il s'agit absolument pas d'une guerre de religion, hein. Enfin voilà, parce que bon, il y en a beaucoup qui en ont profité pour dire c'est bon les Palestiniens. En fait, il se trouve que là, je vais revenir hein, sur le point de départ entre la guerre entre le Liban, enfin le Liban, du territoire libanais et d'Israël. Hein. Donc ça a commencé donc en fait en 1978, hein, puisque en fait il y a eu des premières attaques donc sur le territoire d'Israël après le début de la guerre civile. Hein. Donc ce qui a amené Israël à réagir d'une façon assez violente, tout comme d'habitude, et donc euh, en fait, de créer une offensive sur le sud Liban en 1978. Bon, ils sont restés plusieurs semaines et c'est à partir de là donc qu'on a créé la Force internationale des Nations Unies pour le Liban, hein, la FINUL en français, hein, ou UNIFIL en anglais pour ceux qui nous suivent. Et donc c'est à partir de là qu'il y a eu cette création d'une bande, d'une bande le long de la frontière
libanaise à l'intérieur du territoire libanais. Donc les Israéliens, ils sont restés 22 ans, hein, puisqu'ils ont quitté cette zone en l'an 2000, voilà. Et donc bon, c'est une époque où évidemment il y a eu sans arrêt des attaques et contre-attaques. Hein, voilà, on peut pas sans dire qui était à chaque fois à l'origine de l'attaque ou de la contre-attaque, etc. Voilà. Donc il y a eu 22 ans de présence israélienne au sud Liban, avec des camps palestiniens très proches de cette zone, hein, parce que c'est le fameux concept de zone. En fait, le but d'Israël était de créer. C'est la stratégie israélienne, hein, qui n'a jamais changé. Hein. C'est la stratégie de création de zones de sécurité, de zones tampons. C'est-à-dire, si on m'emmerde à la frontière, ben, je rentre, je repousse l'ennemi 5, 8, 20 kilomètres plus loin, je m'installe dans une zone de sécurité. Enfin, si on raisonne comme ça, c'est nos limites. Hein. Voilà. Donc, en l'an 2000, Israël est parti sous la pression du Hezbollah. D'ailleurs, c'est important parce que c'est un peu ce qui a renforcé le rôle et la position dominante du Hezbollah dans tout le sud Liban, c'est de se prévaloir d'une victoire sur Israël, hein, et d'avoir contraint Israël à partir en l'an 2000. En fait, les Palestiniens, comme le Hezbollah, se sont retrouvés je dirais sans faire un mauvais jeu de mots, deux bonnes guerres, hein, en abus de position dominante à l'intérieur du Liban. Voilà. De part, la principale cause, ça a été la faiblesse et quasiment la disparition de la force de l'État libanais, en fait. Et la faiblesse de l'État libanais a permis à deux époques différentes, donc dans les années 70 et dans les années 2000, à avoir deux organisations, finalement, qui se sont retrouvées en position de force, voilà, et à affirmer, elles ont déstabilisé le Liban, je dirais, au nom de leurs valeurs pour défendre leurs projets politiques, hein. Évidemment, on peut pas, en ce qui concerne le Hezbollah, parce que ça aussi, on l'a pas encore, on l'a pas encore abordé. Si je ne l'aborde pas, je ne serai ô combien critiqué par de nombreux compatriotes libanais. Il est bien évident que la variable iranienne s'est greffée en termes d'influence extérieure. Hein. C'est la grande variable nouvelle depuis les années 80. Et la révolution iranienne et la création du Hezbollah. Voilà. Hein, puisque bon, donc ça c'est la nouvelle variable. Je dirais quelque part finalement que dans cette époque contemporaine, la variable iranienne s'est un peu substituée à la variable ottomane donc d'il y a quelques siècles. Vous voyez, voilà, dans un contexte évidemment complètement différent. Voilà, parce qu'il faut aussi. Quand vous parlez justement de variables, c'est-à-dire que vous supposez que l'Iran, via la création du Hezbollah au Liban, et je pense que la Syrie aussi est impliquée dans cette création du Hezbollah, est-ce que pour vous, vous supposez que l'Iran a voulu d'une manière s'ingérer dans le Liban, dans les affaires libanaises? C'était une manière Alors, de non, en mettre... fait, c'est toujours pareil. L'Iran a saisi une opportunité. Voilà, l'Iran a saisi une opportunité d'étendre son influence et de Est-ce créer qu'on une. pourrait pas, alors là, je me fais un peu l'avocat du diable. Est-ce qu'on pourrait pas le voir comme étendre son influence, mais plus au détriment d'Israël? Donc c'était une zone stratégique. On en revient encore à cette situation géographique du Liban et que finalement, pour l'Iran, c'était la meilleure manière d'atteindre au plus près Israël. Oui, alors si vous voulez, je veux toujours dire en préambule une remarque qui est pour moi fondamentale parce que bon, il y a beaucoup de gens, surtout les jeunes générations, donc je les comprends parce il manque un tout petit peu de recul. Ils n'ont pas forcément vécu la guerre du Liban aujourd'hui, hein, les jeunes qui ont 20 ou 30 ans.
voilà, hein, n'ont pas vécu, n'ont pas connu la guerre du Liban. La guerre du Liban, je ne veux pas, d'ailleurs, je suis souvent critiqué pour cela par une partie de la communauté libanaise, parce qu'on peut croire que je suis très sympathisant, que je soutiens le Hezbollah. Moi, je fais simplement la remarque suivante, c'est que la guerre civile libanaise a débuté en 75, le Hezbollah a été créé en 82. Voilà, donc en fait, il est hors de question de mettre sur le dos de cette guerre civile, en tout cas, hein, sur le Hezbollah. La guerre civile libanaise a démarré sur une problématique palestinienne, de présence palestinienne au Liban. Ensuite, dans un second temps, il y a eu l'invasion d'Israël en 1982, donc qui est rentré quand même jusqu'à Beyrouth, hein, bon, ça a duré quelques jours, et c'est à partir de ça, c'était finalement contigu avec la création du Hezbollah, hein, puisque la révolution iranienne venait juste de se dérouler. Alors, évidemment, il ne faut pas oublier que les Iraniens ont trouvé une occasion rêvée pour venir s'implanter à travers une communauté. Parce qu'en fait, vous avez un État libanais qui délaisse totalement le Sud-Liban. Lequel Sud-Liban est à 80% peuplé de chiites, c'est-à-dire de la même religion, enfin voilà, de la même communauté religieuse et culturelle que les Iraniens. Donc ils ont trouvé entre guillemets un public, une communauté très facile à séduire. Voilà, tout ça effectivement avec l'arrière-pensée bien évidente de perturber l'existence même de l'État d'Israël. Voilà. Et donc c'est comme ça. Je pense que s'il n'y avait pas eu de communauté chiite au Liban, l'Iran ne se serait pas ingéré d'une façon aussi prégnante dans le pays. Hein. Ça me paraît évident. De même que il faut savoir que moi j'ai vécu au sud Liban, donc c'est une région j'ai été longtemps présent au sud Liban durant mes années de résidence au Liban. Si l'État n'avait pas abandonné, là aussi, a complètement abandonné cette région. Voilà, bon, pour de multiples raisons, hein, des raisons culturelles, des raisons d'accessibilité, en tout cas, le Hezbollah via des fonds iraniens, parce que c'est toujours pareil, il y a pas que il y a le militaire et il y a aussi le monétaire, hein, le flux financier. Donc l'Iran a vu une excellente occasion à travers le Hezbollah de créer toutes les infrastructures scolaires, sanitaires à l'effigie du Hezbollah. Cette partie du Liban, à 80%, a été totalement gérée. C'est vrai que le Hezbollah s'est substitué à l'État libanais. C'est pour ça qu'on parle. Les détracteurs du Hezbollah disent oui, c'est un État dans l'État. Ben oui, mais bon, effectivement, ce qui s'est passé aussi, c'est très important, c'est le côté migratoire à l'intérieur du Liban, parce que sous le feu donc, de ces guerres au sud Liban entre le Hezbollah et Israël, vous avez une partie de la population du sud Liban qui a migré. Où a-t-elle migré à l'intérieur du Liban? Dans la banlieue sud de Beyrouth. Voilà, parce que là, on parle de la banlieue sud de Beyrouth il y a 50 ans, elle n'était pas peuplée, c'était pas un État chiite, si vous voulez, une zone exclusivement chiite comme elle l'est aujourd'hui. C'est sous la contrainte, c'est sous l'action de ces guerres entre le Hezbollah et Israël au sud Liban que beaucoup de familles ont émigré et il y a eu cette création de la banlieue sud. Ce qui a permis à cette communauté chiite de grossir déjà au niveau de la natalité et de grossir, d'étendre son influence sur le territoire libanais et donc dans la capitale. Voilà, donc si vous voulez, c'est de là qu'est venu ce côté à la longue difficilement supportable d'État dans l'État, dans la mesure où il était évidemment financé et encouragé politiquement par une puissance iranienne
qui avait la volonté de devenir une grande puissance régionale et qui s'oppose par nature, hein, à l'influence des monarchies arabes du Golfe, évidemment. Hein, donc vous savez, aujourd'hui vous avez une influence, donc influence iranienne, saoudienne, hein, pour ce qui est du Golfe, c'est essentiellement saoudienne. Voilà, et après, bon, vous avez l'influence américaine et dans une moindre mesure française, qui n'est plus ce qu'elle était. Ça fera l'objet, ça pourrait faire l'objet d'un autre débat. C'est les relations entre la France et le Liban. Vous parliez tout à l'heure, vous évoquiez justement les défaillances du gouvernement libanais. Est-ce que dans ces défaillances du gouvernement libanais, on peut inclure justement ce manque d'implication dans le sud Liban, ce qui permet à Israël finalement de, de, de multiplier ses frappes, de multiplier ses attaques. Après, on va revenir à ce qui s'est passé récemment, à ce qui se passe récemment. Mais est-ce que c'est comme ça que finalement Israël s'est retrouvé en toute liberté d'action? Alors, loin de moi l'idée de tout mettre sur le dos de la situation actuelle, sur le gouvernement actuel du Liban. Je rappelle que le Sachant Liban... que le président libanais le Liban a un nouveau président depuis janvier Exactement, 2025, voilà. Donc ça, Joseph je Aoun. veux dire, il faut un peu raison garder et puis toujours remettre les choses à l'échelle du temps. Ça ne fait que 9 mois que le Liban a un nouveau président. Ça ne fait que 9 mois. Fin janvier, il a eu un nouveau gouvernement. Vous voyez. Bon, ce gouvernement, d'abord, il a, à mon sens, hein, c'est encore une fois, déjà, tout le monde était, vous savez, fin janvier, début février, il y a eu il y a eu cette euphorie, on va dire, au Liban, pendant les 2, 3 premiers mois. Et puis, au fur et à mesure, bon, cette euphorie, elle se transforme en déception, voire même maintenant en attaque contre le gouvernement. Le gouvernement libanais, je dirais, il fait ce qu'il peut. Il fait ce qu'il peut. Parce que, pour moi, la variable essentielle, et d'ailleurs on le voit bien, on confie à l'armée le désarmement. On parle d'armée, l'armée. Hein. L'armée libanaise, c'est la principale institution. Mais quels sont les moyens réels de cette armée? Vous voyez, c'est bien gentil de dire j'ai une armée, mais savez-vous qu'au Liban, c'est à cause oui, à cause des puissances internationales. Voilà, au Liban, l'armée libanaise n'a pas de défense anti-aérienne. Parce que donc comment voulez-vous lutter contre des attaques israéliennes aériennes si votre armée n'est pas dotée, ou parce que les puissances étrangères ne veulent pas que votre armée ait une défense anti-aérienne? Voilà, je pose juste cette question. Voilà, donc parce que il y a des, d'ailleurs vous voyez bien que les attaques et les violations que vous mentionnez israéliennes depuis on va dire, si on dit le cessez-le-feu terminal, il a été vraiment initié à la mi-février. Donc depuis 7, 8 mois, la plupart des violations sont aériennes, hein, soit par drone, soit par l'aviation. Vous ne pouvez pas lutter contre ça, vous n'avez pas de défense anti-aérienne. Donc là, bon, on veut faire une conférence, il doit y avoir dans les prochaines semaines, c'est la France qui pilote un peu ça. On lui a laissé les Américains étaient assez bienveillants pour laisser aux Français en façade la possibilité de s'occuper de cette conférence, bon, pour justement réévaluer et redoter de nouveaux moyens. Mais tant que cette problématique, pour moi, de défense aérienne ne sera pas réglée, on ne pourra jamais lutter d'égal à égal avec Israël. C'est impossible. Vous savez, en fait, le Liban n'a aucune force de dissuasion dans les circonstances actuelles. Vous pouvez mettre n'importe quel gouvernement. Ça, c'est mon évaluation personnelle. Si on ne dote pas l'armée de véritables moyens dissuasifs contre Israël, Israël pourra continuer à se servir. Parce que je pense qu'Israël ne veut pas réellement de la paix au Liban. C'est ça la problématique aujourd'hui. En tout cas, elle ne donne pas du tout l'impression de vouloir une paix stable au Liban.
Alors Ça, c'est vous dites que le Liban n'a pas de défense antiaérienne parce que internationalement ça lui est refusé. Pourquoi? c'est une question pernicieuse, mais tout aussi, mais tout est pertinente. Mais je pense simplement que là, on peut se faire critiquer par certains, mais je pense simplement que c'est par l'entremise d'Israël que des puissances ne veulent pas que le Liban ait réellement. C'est Ça pour a ça été qu'il voté, c'est quelque chose qui a été voté? non, on peut pas dire, Non? non, C'est pour ça que on vous peut pas parlez de dire. pernicieux, que c'est pernicieux, d'accord. C'est ça, voilà, c'est pour ça que j'emploie le terme de pernicieux, exactement. C'est parce que ça n'est pas, c'est pas réellement formalisé par un traité, par un accord. Enfin, à ma connaissance, peut-être il me manque un élément, mais franchement non. Je veux dire, donc les moyens de l'armée libanaise sont finalement, comme le Liban n'a pas les moyens, bien évidemment, économiquement, d'avoir une armée puissante, le Liban est totalement dépendant de l'aide extérieure. C'est ça le problème. Mhm. Le Mhm. Liban est totalement dépendant de fonds extérieurs pour se doter d'équipements militaires. La troupe, elle l'a. La troupe, elle l'a. Elle a un bon réservoir de militaires. C'est même, je dirais que l'armée est un exemple au Liban. Vous savez que l'armée, elle est une photographie de pratiquement de de la mosaïque communautaire libanaise. Hein. L'armée est un ciment. Les gens à l'intérieur de l'armée ne se font pas la guerre, vous voyez. Donc ça c'est une institution, c'est un ciment pour moi, l'armée au Liban. Mais le problème, c'est en dehors de cette force, de ces capacités humaines, bien évidemment, c'est pas aujourd'hui avec des capacités humaines qu'on peut répondre à des attaques aériennes. Voilà. Et même si dans l'éventualité où l'armée libanaise se dotait donc de moyens suffisants pour lutter donc contre ces attaques aériennes, est-ce qu'elle l'utiliserait ces moyens? Est-ce que l'armée voilà lutterait contre Israël? Ça on est dans la fiction. Écoutez, vous savez, il suffirait de l'utiliser, si ce sont de vrais moyens, il suffirait de l'utiliser une ou deux fois pour montrer que on a la capacité de neutraliser, pour que ça devienne dissuasif. C'est toujours pareil, vous voyez. Voilà, Pourquoi regardez. cette question? Pourquoi cette question? C'est tout simplement pour savoir quelles sont réellement les relations bilatérale entre le Liban et Israël. Parce que c'est vrai qu'on ne comprend pas très bien, est-ce que ce Alors, sont deux pays ennemis ou deux pays amis ou deux pays tout simplement voisins. Voilà, c'est alors, deux pays amis, je l'évacue de suite. Deux pays voisins, c'est une réalité. Deux pays ennemis. Écoutez, officiellement, le Liban et Israël sont toujours en état de guerre. Voilà. Il n'y a pas de, il y a eu aucun traité de paix définitif signé entre Israël et le Liban, de sorte que officiellement, il n'y a pas de relation directe entre le pouvoir libanais et le pouvoir israélien. C'est bien pour ça que vous entendez toujours parler d'émissaires, soit américains, français, saoudiens. Donc les relations entre la France, entre la France, oui, le lapsus. J'aimerais tellement que les relations entre la France et le Liban retrouve un peu de prestige, un peu d'efficacité. Donc les relations entre le Liban et Israël ne se font que par l'entremise d'intermédiaires. Voilà. Donc à partir de là, les deux pays sont toujours en guerre officiellement. Et c'est peut-être pas, je ne sais, sur ce point-là qu'on peut non pas conclure, mais enfin disons dresser plus une perspective. La volonté aujourd'hui affichée des Américains et même d'Israël, on ne sait pas si c'est la volonté d'Israël ou on ne sait jamais trop en réalité si c'est la volonté américaine ou israélienne. C'est la fameuse voie dite de la normalisation avec ses voisins. Hein. Voilà, mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette normalisation? Vous voyez?
Donc, on voit déjà se Une dessiner. normalisation quand même remise en question, vu les frappes qui ont eu lieu à Doha. Donc, bon, ça va être quand même compliqué. Ben, Mais c'est ça. Alors, vous voyez bien, là encore, j'adore, parce qu'on revient toujours au terme pernicieux. Voyez, vous vantez, vous déclamez, vous voulez mettre une pression sur vos voisins pour normaliser vos relations avec, mais en parallèle, vous frappez sur le Qatar au nom de présence du Hamas, vous frappez au Liban au nom de présence de miliciens ou de têtes militaires du Hezbollah, vous continuez à frapper et vous demandez la normalisation. Voilà, donc vous voyez bien que c'est ça la problématique. Que veut réellement Israël? Que veut Israël? La stabilité du Liban, en grande partie, repose sur cette problématique. Quel est le dessein? Quel est le dessein EIN? Quel est le dessein réel d'Israël? Ça dépend aussi en grande partie de qui est au pouvoir en Israël. Voilà. alors pour l'instant, c'est encore Benjamin Netanyahou. Et justement, quand vous parlez de ce dessein d'Israël, est-ce qu'on peut imaginer que derrière, il y a une dimension eschatologique et que la véritable ambition finalement d'Israël, ce serait de revenir à un grand Israël, de construire le Je, grand Israël? C'est merveilleux parce que je vous ai tendu la perche et vous l'avez saisie au vol. Et oui, surtout que Effectivement. j'avais d'autres questions avant, mais je me suis dit là, il faut la placer celle-ci. C'était maintenant, c'était maintenant. Et c'est pour ça que le dessein d'Israël, c'était ce qui se cachait. C'était Eretz Israël, voilà. Ça, ça, écoutez, nul n'a la science infuse, mais enfin, il y a eu beaucoup de déclarations de Benjamin Netanyahou lui-même pour toujours laisser peser ce projet. Hein. Euh, Actuellement, au plus près, dans les derniers événements et au plus près du Liban, c'est la fameuse opération donc au sud de la Syrie, qui est frontalière avec le nord du Liban, avec le nord de la Beka, etc., qui est de Mhm. créer un corridor qu'on appelle le corridor de David, entre donc la façade maritime au sud de la Syrie, la province de Souaïda, l'extrême sud frontalier avec la Jordanie, et pour remonter jusqu'à l'Irak. Et c'est pour cela que Israël a fait, entre guillemets, j'aime bien l'expression, a fait la danse du ventre aux communautés druzes comme étant leur grand protecteur pour qu'elles fraternisent avec Israël, puisque la communauté druze est très présente dans cette province syrienne, pour pouvoir justement progressivement créer ce corridor. Donc, si on additionne le maintien au sud Liban de position sur le territoire libanais, alors qu'on est censé ne plus être présent, hein, plus à la frontière du nord Liban, la Syrie et la création d'un corridor de facto pour rejoindre l'Irak. Bien évidemment que si on regarde la carte sur le terrain, le dessin, alors là cette fois-ci IN, le dessin est présent. La suspicion d'enclenchement et d'implémentation de ce projet, il est réel. Il est réel, quoi qu'on en dise. Le jour où Israël cessera ses interventions tous azimuts en Syrie, au Liban, au Qatar et je ne sais où, là on pourra parler de mise en conformité avec le discours de la normalisation. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que veut normaliser Israël? C'est toute la question. Voilà. Donc, Israël, en tout cas, agit en toute impunité. On l'a vu encore récemment, les États-Unis ont rappelé leur plein soutien puisqu'ils ont envoyé Marco Rubio à Jérusalem. Donc quelque part, qu'est-ce qu'on attend? On n'attend pas grand-chose. Je voudrais revenir sur un point.
Et on a évoqué les relations bilatérales entre le Liban, pardon, et Israël. Mais il y a un point aussi, c'est le traitement de cette information, en tout cas entre les deux pays, en France, et la communauté libanaise présente aussi en France, qui tout de même affiche son soutien à Israël. Est-ce que ça constitue pas un paradoxe? Alors, bon, toute la communauté libanaise n'affiche pas son soutien à Israël. La partie, là, on va donner plus dans la subtilité. La partie de la communauté libanaise la plus visible dans les médias affiche son soutien à Israël. Bon, je ne veux pas faire de politique intérieure, mais libanaise, J'entends bien. mais il faut quand même savoir que les réseaux communautaires libanaises en France, actuellement, en tout cas, et justement depuis la vague d'émigration du début des années 90, elle est maronite et le parti des forces libanaises est très bien représenté dans la communauté et dans la diaspora libanaise en France et a souvent la parole. Voilà, je ne dis que ça. Donc si vous savez le soutien, mais je peux aussi vous trouver des chrétiens maronites qui sont contre Israël et qui affichent une solidarité avec le peuple palestinien. Vous voyez? Donc je dirais que c'est une question de visibilité. Oui, de même que sur les réseaux au Liban, parce que moi je suis finalement par le site Liban Vision, je suis autant en échange, parce que j'essaye d'avoir des échanges interactifs avec les Libanais du Liban, hein, puisque voilà, il y a cette césure aussi, hein, entre les pro-palestiniens ou sympathisants de la cause palestinienne et les pro-israéliens. Voilà, donc là-dessus, je ne généraliserai pas. Il y a le côté visible. Je dirais que finalement, sans doute, bon, si on évalue la communauté libanaise en France, elle est de l'ordre de 200 à 250 000 personnes, hein, pour donner un ordre de grandeur. Mm-hmm. Je pense que ça représente assez fidèlement l'état de l'opinion au Liban. Voilà, je pense. D'ailleurs, je préférerais que ce fût conforme à l'état de l'opinion au Liban. Voilà. Vous savez, Oui, on dit toujours ce qui est intéressant dans la communauté libanaise, c'est que quand vous êtes libanais à l'étranger, vous êtes d'abord guidé par vos valeurs communes et votre libanité, votre patriotisme, votre chauvinisme libanais. Hein. Alors on met un peu de côté ce qui divise. Voilà. Au Liban, évidemment, c'est là on est dans le champ politique, communautaire, plus frontal. Voilà. Euh, donc je dirais que on va essayer de donner une note positive sur la communauté libanaise en France. Je pense, je répète, ça doit être à peu près équilibré, sauf évidemment pour ceux qui conservent une représentation et un engagement politique qu'ils exercent depuis l'étranger, hein, évidemment. Voilà. D'ailleurs, mais je vous rejoins sur la visibilité et notamment sur les exceptions peut-être qui font partie des médias et qui affichent effectivement leur plein soutien. Je ne citerai pas de nom, mais je pense très fortement à certaines personnes en oui. particulier qui affichent donc leur soutien à Israël. Et il y a aussi le traitement aussi de l'information. Alors ça fait quand même quelques années que le Sud-Liban subit des attaques. Là, au moment où on enregistre, on est le 19 septembre, eh bien, je crois que c'était le 18 ou le 17, il y a eu de nouvelles attaques très violentes sur le Sud-Liban. Et, Absolument. et ça, il faut pas, on ne peut pas, en fait, éluder ce genre d'informations parce que c'est très grave. Il y a eu des images qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Et on a l'impression, finalement, qu'en France, en tout cas,
c'est un peu le deux poids deux mesures, comme ce qui se passe avec les Palestiniens à Gaza finalement. Hein, c'est un peu la même chose là pour le sud Liban. On a l'impression, voilà, qu'on essaye de dissimuler un peu ces informations, alors que le président libanais a fait une annonce. Le président du Parlement aussi libanais a fait une annonce, a clairement dit qu'Israël avait bafoué le cessez-le-feu qui avait été engagé en décembre dernier, donc quelques mois après cette fameuse histoire des beepers quand même. Faut quand même remettre les choses dans leur contexte aussi. Il y a eu tout ça, cette fameuse histoire des beepers où il y a eu, je sais plus, il y a eu 12 morts et plus de 2000 blessés. Enfin, Ben, c'est hallucinant d'ailleurs, tout de même. il n'est pas anodin que Israël a relancé une séquence de frappes intensives. On dirait que pour eux, c'était une manière de commémorer l'attaque des beepers. Ça tombe exactement un an après. Donc vous savez, Exactement. là aussi, je reprendrai mon terme de pernicieux, parce que c'est très pernicieux. Voilà. Et le traitement de l'information en France, bon, le Liban, quand Beyrouth est touché, il est au premier plan de l'actualité. On en parle. Vous voyez, c'est peut-être un réflexe de jacobinisme français. Hein. Si Paris est touché, on en parle. Si Cahors ou Annecy est touché, on n'en parle pas. Bon, ben, au Liban, c'est un peu ça, si vous voulez. Hein. Quand Beyrouth est ciblé, là, évidemment, vous avez des images. L'année dernière, au moment de la guerre du Liban, on a quand même eu des séquences non-stop sur les chaînes d'information pour montrer les bombardements. Mais à partir du moment où, de toute façon, c'est dans l'ombre, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est dans l'ombre de Gaza finalement. Hein. Il n'y a aucune commune mesure, il faut le dire. Il n'y a aucune commune mesure entre les destructions actuelles, hein, je parle, hein, au sud Liban, qui sont des frappes ciblées, présentées comme ciblées contre des installations ou des membres du Hezbollah, et les destructions massives et l'extermination de masse, hein, entre guillemets, pour ne pas dire autre chose, l'extermination de masse. Je vais le dire à votre place. C'est un génocide ethnique qui est en cours. Je le dis à votre place. Voilà. Eh ben voilà, voilà. Bon, c'est la guerre des mots, on ne la fera pas. Voilà. Mais finalement, c'est vrai que ça n'a rien à voir. Et comme en plus on est dans une séquence de au moment où on parle, on est à 4 jours, 3 jours ou 4 jours de la reconnaissance de l'État palestinien par la France et d'autres États. Je veux dire, et on est en opération d'offensive sur la ville de Gaza, de destruction sur la ville de Gaza proprement dite. Donc évidemment, déjà cette destruction, imaginez-vous, bon, déjà cette destruction massive de Gaza n'a pas la visibilité qu'elle mériterait sur les grands médias français. On est bien d'accord. Alors, pensez-vous que quelques attaques de drones, quelques bombes qui tombent ici par là au sud Liban, on va donner une visibilité dans les grands médias? Certainement pas. Certainement pas. Malheureusement, c'est la réalité. C'est la manière de laisser, là encore, Israël agir sans trop donner de visibilité à ses exactions. Hein, voilà, on va mettre l'accent plus sur des destructions de bâtiments plutôt que sur des meurtres de personnes physiques. Voilà. Tout ça, on sait très bien ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas montrer. Voilà. Donc effectivement, il y a un manque de visibilité sur les événements libanais. Euh, si vous voulez, c'est pas que je vais conclure, mais on espérerait ne plus avoir de visibilité du tout parce qu'il ne se passe rien et que le Liban est en paix. Voilà, là ce serait finalement la situation idéale. Hein. Mais tant qu'il n'y Je a pense pas que vous de... n'êtes pas le seul à souhaiter ça. Malheureusement, plusieurs pays doivent souhaiter cette paix, je pense, en ce moment Voilà. surtout. On Une peut dernière peut-être, question. oui, on peut peut-être dire un mot pour terminer sur ce pan des relations avec Israël. On peut peut-être dire un mot sur les relations avec la France. On en a parlé au tout début de la création du pays. Alors, il y a eu une étude en 2014 selon selon l'Organisation internationale de la francophonie, qui montre que 40% de la population libanaise parle le français.
Mais actuellement, le Liban est en train de se tourner vers l'anglais. Alors, ma question, c'est surtout de savoir quelles sont les relations entre la France et le Liban. Est-ce qu'elles sont encore en bons termes ou on sent que le Liban a envie de se détacher de cette présence culturelle, peu importe, hein, quelle qu'elle soit. Alors, pour répondre à la question, je vais déjà bien distinguer les relations du Liban et du peuple libanais avec la francophonie, la langue française d'un côté, et avec la France de l'autre. Ce n'est pas la même chose. Hein. 40% de la population française, de la population libanaise, lapsus, qui parlerait le français en 2014. Écoutez, je ne sais pas ce que ça veut dire parler français pour ceux qui ont fait cette étude. Jamais de la vie. Les statistiques, malheureusement, se veulent beaucoup trop optimistes. Si on reste dans un clan de francophones, enfin, ou disons dans un univers géographique, franchement, aujourd'hui, c'est très simple. Je vais vous donner j'ai un repère sur. C'est un sujet qui me tient à cœur, donc j'ai quelques données précises. Nous sommes passés en 1995, donc on a un recul sur 30 ans, hein, au niveau des élèves scolarisés dans les établissements publics et privés confondus au Liban. Ce sont des statistiques extrêmement précises du ministère de l'Éducation nationale libanais. Voilà. On frisait les 70% d'élèves scolarisés en langue française au Liban en 1995-1998. Mhm. D'accord. Aujourd'hui, en 2022, on est passé sous le seuil psychologique des 50%. Voilà, ça vous donne une idée de l'hémorragie. On peut parler d'hémorragie. Ceci étant, Qui s'explique comment finalement? qui s'explique comment? Alors, déjà, l'enseignement privé a une part non négligeable dans l'enseignement du français au Liban, traditionnellement, puisque c'est surtout les écoles religieuses qui en sont le principal véhicule. Mais même à l'intérieur de ces écoles religieuses maintenant, l'anglais est un rouleau compresseur mondial. Il n'y a pas de raison qu'il ne touche pas non plus le Liban. Maintenant, cette baisse drastique du nombre de la population libanaise francophone, je veux dire, n'implique pas un désamour non plus Mhm. des valeurs de la francophonie ou de la langue française. Par contre, l'image actuelle de la France au Liban, selon moi, est un facteur nuisible justement à l'entretien et pour endiguer cette perte d'influence de la langue française. La langue française est une variable géostratégique évidente. Voilà. Et bon, donc aujourd'hui, en toute objectivité, je suis le premier, j'aimerais bien, moi, gonfler des chiffres, hein, vous donner des chiffres gonflés. Les 40% qui étaient surévalués en 2014, en 2025, pour moi, de francophones réels qui sont capables de soutenir une véritable conversation, hein, pas de dire bonjour, bonsoir, j'aimerais bien boire un café. C'est pas ça être francophone. Hein. Être francophone, c'est quand même pouvoir soutenir une conversation. Donc, je le mettrais autour de 25% en étant raisonnablement réaliste. Voilà. Heureusement, il y a encore une présence universitaire forte de l'université Saint-Joseph que je tiens à saluer parce que l'enseignement supérieur c'est important. Mais on dit toujours, ce qu'on a constaté depuis une bonne dizaine d'années maintenant, c'est que les parents jusqu'à présent avaient toujours envie de scolariser leurs enfants dans les petites classes jusqu'au secondaire en français. Et ensuite, après le baccalauréat, ils basculent en anglais. Vous voyez, dans le supérieur. D'ailleurs, c'est un baromètre. L'Université Saint-Joseph, qui est le phare de l'enseignement supérieur francophone aujourd'hui,
lutte, je suis sûr qu'elle lutte, mais elle fait de plus en plus de communication en anglais. Sur les réseaux sociaux, sur l'annonce de ces nouveaux programmes, quand elles organisent des conférences. Ça n'est plus du tout systématique. Il y a 10 ans, c'était systématiquement en français. Aujourd'hui, de plus en plus, ça commence, on voit un grignotage. Voilà. Donc euh, là aussi, on est dans un engrenage pernicieux. Voilà, j'aurais employé ce mot assez souvent. Je pense que grâce à l'amour quand même au lien franco-libanais d'une grande partie de la Mhm. population, toute communauté confondue, je pense que le français ne s'éteindra pas au Liban. Il restera toujours une minorité significative de francophones. À mon avis, on descendra pas en dessous des 20%. Le jour où on descendra sous les 20%, il faudra vraiment se faire un grand souci. Mais vous savez, vous parliez, alors là, des relations de la France au Liban. Mon opinion est que bon, cette présence française, malgré les belles déclarations de façade, Emmanuel Macron lui a fait beaucoup de tort depuis l'explosion du port de Beyrouth. Le crédit, le crédit qu'avait la France au Liban a été à peu près constant et existait encore jusqu'en 2020. Mais je pense que depuis 2020, les Libanais ont compris que derrière les paroles, il n'y avait pas réellement d'actes et qu'il n'y avait pas de ligne directrice et que on ne pouvait plus réellement compter sur la France pour avoir une influence sur le cours des événements, le cours des choses politiques au Liban, même si il y a une grande appétence du gouvernement français actuel pour la France. C'est ça le paradoxe. Voilà. Vous savez que Du gouvernement libanais, vous voulez dire. Il y a au une grande gouvernement, bien appétence sûr, du oui, oui, gouvernement oui, oui. libanais vers le gouvernement Voilà, moi français. je parle du côté libanais. Hein, Mhm. voilà. Il y a au moins il y a 4 ou 5 ministres. Il y a 16 ministres actuellement au gouvernement libanais. Euh, il y a 4 voire 5 ministres qui ont le passeport français. 8 ministres qui ont le passeport américain. Sur 16 ministres. Donc vous avez 12 ou 13 ministres actuellement en exercice qui ont une double nationalité. Voilà, donc vous avez forcément déjà 5 ministres qui ont leur cœur également en France. Voilà. Donc les relations avec la France, les relations avec la France font partie de l'histoire libanaise. La France alloue des moyens mais en fait, elle loue des moyens à la défense de la langue française, mais elle fait face à un rouleau compresseur américain. Je dirais que, regardez, c'est exactement, et là je vais faire voilà, le pendant avec la diplomatie, pardon, c'est que le reflet de l'influence de la langue, il se fait en matière diplomatique. Je veux dire, il y a 15, 20 ans, on peut dire que le Liban et les États-Unis, et la France, pardon, et les États-Unis au Liban avaient été à peu près à part égale dans l'influence au Liban. Aujourd'hui, ça n'est plus du tout le cas. Les États-Unis pèsent peut-être 3 fois plus, 4 fois plus que la France. Voilà. Vous savez, quand vous avez un président, là je parle du président français, voilà, euh, qui finalement dilue sa diplomatie et les relations internationales du pays dans l'Union européenne. Euh, les Libanais le ressentent, ça. Les Libanais, eux, ils veulent un lien avec la culture, avec le pays, avec l'image qu'ils ont de la France. Je veux dire, on parle de l'influence de la France. Je vous ai parlé de 1860. On va conclure en faisant une petite boucle historique. On parle de 1860 et de l'implantation des réseaux jésuites francophones dans l'éducation. Je veux dire, le premier lien avec la France, c'est Saint-Louis. On peut remonter à l'époque des croisades. Je sais que culturellement, toute cette thématique vous est chère. Mais le lien avec la France, il remonte à 8 siècles maintenant. À plus de 8 siècles. Voilà, donc ça ne peut pas s'évaporer. Ça ne peut pas s'évaporer. C'est impossible. Moi, c'est mon credo. C'est pour ça que j'entretiens ce credo de francophonie libanaise,
de francophonie libanaise au Liban, par les Libanais du Liban et par les Libanais de la diaspora. Parce que bien évidemment, les Libanais de la diaspora, qui sont par définition, le Libanais est un commerçant, il est mobile. Donc il y a énormément de Libanais qui font des va-et-vient, qui ont même presque souvent une double résidence. Hein. Et donc ils entretiennent, par leur mobilité, par leur séjour au Liban, ils entretiennent aussi cette francophonie du Liban. Voilà. Merci Jean-Michel, mais c'était important de comprendre parce que finalement ce n'est pas anodin, cette question n'était pas anodine de vous demander quelles sont les relations entre la France et le Liban. On vient de comprendre que le facteur diplomatique est très important. Vous avez souligné le manque d'implication d'Emmanuel Macron. Moi je dis, et pas que le manque d'implication, on voit que depuis son arrivée à la tête de l'État en France, on voit que la France, ce pays qui nous est tant cher, est en perte de prestige, en perte de valeur, et que moi j'aimerais alors, sans prendre position politique, hein, c'est vrai qu'on n'est plus au temps de Jacques Chirac, qui montrait cette importance avec le Liban, cet amour même qu'il avait, non pas que pour le Liban, hein, mais on voit bien qu'avec Emmanuel Macron, sur le plan international et même national, eh bien, Vous savez, je dis toujours, le Liban est un baromètre. Le Liban, les Anglais disent, voilà, pour faire un pied de nez à la francophonie moderne, le Liban est un benchmark pour la France. Voilà. Si même la situation, je vais même, pour conclure, vous voyez, je vais même aller un cran plus loin. La situation au Liban est quelquefois un poste avancé de ce qui peut se passer en France ultérieurement. Il y a un destin commun quelque part entre ces deux pays. Voilà, ça je pense que c'est une conclusion finalement un peu forte, mais je pense que ces pays ont un destin lié. Ça ne veut pas Mais il dire va falloir à un moment donné que les Français aussi se réveillent et prennent leur destin en main. Donc quand vous nous dites ça, c'est quand même c'est un message très fort. Et là, ce qui se passe effectivement actuellement en France est très très grave. Très préoccupant en tout cas, et très grave. Et à ce jour, on n'a aucune visibilité. De même qu'on a très peu de visibilité sur la situation au Proche-Orient. Mm-hmm. Voilà, je vous dis, c'est pour ça. Et d'ailleurs, on voit bien toujours qu'il y a une tentation, enfin une réalité sur le terrain d'importation du conflit proche-oriental et des tensions proche-orientales sur le territoire national. Et là aussi, c'est extrêmement difficile à régler, à manager. Voilà, malheureusement. Voilà. Mais bon, gardons une note d'espoir en tout cas. Hein. Espérons que la situation française et libanaise puisse tracer un chemin un peu plus positif dans les mois et les années à venir. Bon, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Mais espérons-le. Et moi, je dis toujours qu'on a tout de même un rôle à jouer, même s'il est minime, mais chacun d'entre nous a un rôle à jouer. Alors, jouons-le jusqu'au bout. Moi, ce que j'aimerais dire aux spectateurs, c'est si cette émission leur a plu, eh bien, on pourra réitérer sur d'autres sujets sur le Liban, parce que c'est tellement vaste, avec une histoire très riche, comme tous les pays, j'ai envie de dire. Mais voilà, en tout cas, que les spectateurs n'hésitent pas à commenter et à donner leur impression. Eh bien, écoutez, comme le Liban fait référence au lait, à la blancheur du lait, j'espère que cette première émission aura permis d'écrémer un petit peu le sujet et qu'on aura l'occasion de reboire le sujet du Liban et de se revoir. Voilà. Merci Jean-Michel, c'était parfait. Merci à vous. Je vais vous embaucher, c'était parfait. Merci chers spectateurs de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Je rappelle juste que la revue confidentielle de Géopolitique Profonde, le numéro 27, est disponible et que vous pouvez cliquer sur le lien sous la vidéo pour avoir 7 jours gratuits. Je vous remercie encore une fois, Jean-Michel, d'avoir été mon invité. Merci à tous et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir, Jean-Michel. À bientôt. À bientôt tout le monde.